Chers chrononautes, vous avez déjà entendu cette présentation. Il se peut que certains d'entre vous en gardiez un souvenir plus ou moins distinct. Vous en avez peut-être oublié plusieurs détails, mais vous les reconnaîtrez sans doute en les réécoutant. Il se peut que l'un d'entre eux vous aide à parachever votre quête, car bien que vous ne le sachiez peut-être pas, vous êtes engagé dans une quête essentielle où il en va non seulement de votre destinée, mais de celle de l'univers tout entier. Vous êtes en fait en train d'essayer de ne plus jamais réentendre ce que je vais vous dire. Chers chrononautes, vous avez déjà entendu cette histoire. Qui plus est, vous l'avez relue, revue et rejouée une bonne centaine de fois au bas mot, sous différentes formes et sur quantité de supports, allant des romans aux films et aux séries télé, en passant par les jeux vidéo. Selon des estimations hâtives, vous avez pu la rencontrer au moins 65 fois au cinéma, 19 fois à la télévision, dans 15 romans et nouvelles et 32 jeux vidéo. Il s'agit de la boucle temporelle autotélique, celle que les chronologues opposent souvent à la boucle temporelle causale. Ainsi, la Science Fiction Encyclopedia décrète-t-elle: The theme of a closed loop in time appears in SF in two distinct senses. The classic form of time paradox comes into being when the chain of causality eats its own tail to leave a circular sequence of events with no logical starting point. Les exemples canoniques de cette variante restent les deux nouvelles de Robert Heinlein, By His Bootstraps, paru dans le magazine Pulp's Astounding en octobre 1941, et All You Zombies, publié dans Fantasy and Science Fiction en mars 1959. À cela s'oppose the form of time loop in which typically periods of time are repeated and re-experienced by a character's consciousness. There is often some hope of breaking out the useless cycle of repetition. Ce que la Bible popologique TV Tropes réformule à sa manière en opposant le Groundhog Day Time Loop, du nom de son itération médiatique la plus célèbre, au Stable Time Loop. La première représente, je cite, une boucle temporelle par laquelle une sélection de temps se répète à l'infini, par opposition à, je cite, une boucle temporelle dans laquelle un événement de voyage dans le temps fait partie intégrante de la création des conditions pour que ce même événement de voyage dans le temps se produise en premier lieu. Or, bien que la première, grâce au succès planétaire du film cité d'Harold Ramis de 1993, l'une des variantes les plus populaires du vaste ensemble des fictions altérochronologiques, force est de constater qu'elle reste peu étudiée en tant que telle. C'est ce que nous allons tenter de remédier pour la énième fois aujourd'hui. Il nous faut à nouveau, toujours déjà, remonter aux origines d'une distinction primordiale, celle établie par Mircea Eliade entre le temps sacré et le temps profane. Et je cite dans Le sacré et le profane, « L'homme religieux vit dans deux espèces de temps, dont la plus importante, le temps sacré, se présente sous l'aspect paradoxal d'un temps circulaire, réversible et récupérable, sorte d'éternel présent mythique que l'on réintègre périodiquement par le truchement des rites. Ce comportement à l'égard du temps suffit à distinguer l'homme religieux de l'homme non religieux. Le premier se refuse de vivre uniquement dans ce qu'en termes modernes on appelle présent historique. Il s'efforce de rejoindre un temps sacré qui, à certains égards, peut être homologué à l'éternité. Or, on peut dire du temps sacré qu'il est toujours le même, qu'il est une suite d'éternité. C'est une formule de Huber et Mauss. Quelle que soit la complexité d'une fête religieuse, il s'agit toujours d'un événement sacré qui a eu lieu ab origine et qui est rituellement rendu présent. Les participants deviennent les contemporains de l'événement mythique. En d'autres termes, ils sortent de leur temps historique, c'est-à-dire du temps constitué par la somme des événements profanes, personnels et interpersonnels, et rejoignent le temps primordial, qui est toujours le même, qui appartient à l'éternité. L'homme religieux débouche périodiquement dans le temps mythique et sacré, retrouve le temps de l'origine, celui qui ne coule pas parce qu'il ne participe pas à la durée temporelle profane, est constitué par un éternel présent indéfiniment récupérable, encore Eliade. Ainsi, la durée temporelle profane est susceptible d'être périodiquement arrêtée par l'insertion au moyen des rites d'un temps sacré non historique, dans le sens qu'il n'appartient pas au présent historique. Cette opposition fondamentale en recoupe en Occident une autre tout aussi cardinale, celle qui oppose le mythe archaïque de l'éternel retour encore présent sous une forme intellectualisée dans la Grèce ancienne, à la rupture judéo-chrétienne. Comme le résume Henri-Charles Puech, cité à son tour par Eliade, selon la célèbre définition platonicienne, le temps qui détermine et mesure la révolution des sphères célestes est l'image mobile de l'immobile éternité qui limite
en se déroulant en cercle. En conséquence, le devenir cosmique tout entier, et de même la durée de ce monde de génération et de corruption qui est le nôtre, se développeront en cercle ou selon une succession indéfinie de cycles au cours desquels la même réalité se fait, se défait, se réfait, conformément à une loi et à des alternatives immuables. Non seulement la même somme d'êtres s'y conserve sans que rien ne se perde ni ne se crée, mais encore certains penseurs de l'Antiquité finissante, pythagoriciens, stoïciens, platoniciens, en viennent à admettre qu'à l'intérieur de chacun de ces cycles de durée se reproduisent les mêmes situations qui se sont déjà produites dans les cycles antérieurs et se reproduiront dans les cycles subséquents à l'infini. Aucun événement n'est unique, ne se joue en une seule fois. Par exemple, un exemple très cité à cette époque, c'est la condamnation et la mort de Socrate. Mais il s'est joué et se jouera perpétuellement. Les mêmes individus ont apparu, apparaissent et réapparaîtront à chaque retour du cercle sur lui-même. La durée cosmique est une répétition et anakouklèsis, retour éternel. Si l'on en croit les pythagoriciens, cela signifie que je vous parlerai et m'assierai exactement comme ceci et que j'aurai dans ma main le même bâton et tout sera identique à ce qu'il est maintenant et le temps, comme on peut le supposer, sera le même. Écrit Eudémus de Rhodes, cité par Simplicius dans son traité sur la physique d'Aristote. Et il dit encore, si les mouvements des corps célestes et bien d'autres choses sont les mêmes, ce qui s'est produit avant et qui se produira après sont également les mêmes. Une attitude bivalente se développe à l'égard du spectacle d'un monde si infailliblement ordonné de toute éternité et l'idée d'un temps se répétant pour les siècles des siècles. D'un côté s'affirme un sentiment d'admiration, une admiration rationnelle, esthétique et religieuse qui pouvait à l'occasion aller jusqu'à l'extase. Chaque chose dans cet univers grandiose a sa place, où chaque événement se produit au moment voulu, tout est juste, beau et bon, ou devrait être considéré comme tel parce qu'il résulte d'un ordre nécessaire et intelligible. Mais de l'autre, plus tardivement, comme le rappelle Puech, émerge un sentiment plus ou moins intense d'angoisse. Je cite, cet ordre inflexible, ce temps qui se répète périodiquement sans début ni fin ni but, apparaît désormais monotone ou écrasant. Les choses sont toujours les mêmes, l'histoire tourne sur elle-même. Notre vie n'est pas unique. Nous sommes déjà venus à la vie de nombreuses fois et nous pouvons y revenir sans fin au cours de cycles perpétuels de réincarnation, de mélansomatose ou de métampsychose. L'ordre astronomique, dont la rigueur est renforcée par les mathématiciens ou les astrologues, devient déterminisme strict, prédestination, fatalité, ermaimene fatum. Or, comme le signale Eliade, par rapport aux religions archaïques, aussi bien que par rapport aux conceptions mythico-philosophiques de l'éternel retour telles qu'elles ont été élaborées dans l'Inde ou dans la Grèce ancienne, le judaïsme a présenté une innovation capitale. Pour le judaïsme, le temps a un commencement et aura une fin. L'événement historique gagne ici une nouvelle dimension, il devient une théophanie, écrit Eliade. Le christianisme va encore plus loin dans la valorisation du temps historique. L'histoire se révèle comme une nouvelle dimension de la présence de Dieu dans le monde. Alors que le monde grec concevait le temps comme étant avant tout cyclique ou circulaire, revenant perpétuellement sur lui-même, pour le christianisme, le temps est lié à la création et à l'action continue de Dieu. Il se déroule unilatéralement dans une seule direction, à partir d'une seule source et vers un seul but. Il est orienté et représente une progression du passé vers l'avenir. Elle est une, écrit Henri-Charles Puech, elle est une, organique et progressive, elle a donc une pleine réalité. Dans le nouveau paradigme, une ligne droite marque la marche de l'humanité depuis la chute initiale jusqu'à la rédemption finale. Symptomatiquement, les pères de l'Église combattront la doctrine de l'éternel retour. Tout en acceptant avec les néoplatoniciens l'éternité du monde et même la métampsychose, Origine rejette dans son traité des principes l'identité des cycles cosmiques successifs, car un tel concept serait incompatible avec le libre arbitre. Et je cite Origène, quant à ceux qui affirment une succession de mondes qui seraient sans différence et tout à fait semblables, je ne sais sur quels arguments ils s'appuient. Si en effet on se représente un monde parfaitement semblable à un autre monde, il sera tel qu'Adam ou Ève y referont tout ce qu'ils ont fait, qu'il y aura un nouveau déluge, que le même Moïse fera sortir une autre fois d'Égypte une population de 600 000 personnes, Judas lui-même trahira 2 fois son maître, Paul gardera une seconde fois les habits de ceux qui lapidaient Étienne, et tout ce qui s'est passé dans cette vie se passera à nouveau. Je ne vois pas avec quelle raison on pourrait soutenir de telles affirmations si les âmes possèdent un libre arbitre et sont l'origine de leur progrès ou de leur régression selon le pouvoir de leur volonté. Les âmes ne sont pas déterminées à faire ou à désirer ceci ou cela par un mouvement qui revient sur lui-même, suivant les mêmes cercles après beaucoup de siècles, mais elles dirigent le cours de leurs actes là où se tendent librement leurs dispositions.
Saint Augustin, qui accuse Origène de vouloir réintroduire le temps circulaire des païens dans la sotériologie chrétienne, et là il y a une longue note en bas de page que je ne pourrais pas vous résumer sur ce point théologique, s'oppose aussi dans La Cité de Dieu à l'impossibilité du salut selon ce chemin stoïcien, arguant que même si un bonheur temporaire était atteint, une âme ne pouvait être véritablement bénie si elle était condamnée à retourner à nouveau dans la misère. Contre le désespoir des païens qui marchent en cercle, in circuito impii ambulant, dit le psaume numéro 11, il célèbre la béatitude des chrétiens pour qui, grâce au Seigneur, le cercle est brisé, écrit-il. Car, reprenant la formulation de la première épître de Pierre, le Christ a souffert une fois pour nos péchés. Nemesius, quant à lui, dans De Natura Hominis, rejette le modèle cyclique parce que la résurrection ne peut pas avoir lieu périodiquement. Toutefois, l'ostracisme chrétien n'empêchera pas la survie puis le retour du mythe de l'éternel retour, notamment par le biais de l'atomisme redécouvert à la Renaissance. Parallèlement, la question connexe de la fatalité et du destin reviendra régulièrement hanter l'édifice théologique de la chrétienté, notamment à travers la querelle de la prédestination, dont on connaît l'importance pour le protestantisme. Bien plus tard, lors de la déchristianisation occidentale du XIXe siècle et son désenchantement du monde, selon la célèbre expression de Max Weber, le paradigme historiciste prendra le relais sécularisé de la temporalité métaphysique chrétienne. L'historicisme, écrit Eliade, se constitue en tant que produit de décomposition du christianisme. Il accorde une importance décisive à l'événement historique, ce qui est une idée d'origine judéo-chrétienne, mais à l'événement historique en tant que tel, c'est-à-dire en lui déniant toute possibilité de révéler une intention sotériologique transhistorique. Définitivement désacralisé, le temps se présente comme une durée précaire et évanescente qui mène irrémédiablement à la mort. C'est contre cette vision historiciste que Nietzsche reprendra à rebrousse-poil et à rebrousse-temps, pour reprendre la belle formule de Philippe Cadic, la vision hellénistique de l'éternel retour suite à son illumination à Sils Maria. Et je cite, « Ainsi ce moment présent a déjà existé bien des fois et reviendra de même, avec une distribution des forces identique à celle d'aujourd'hui, et il en est de même de l'instant qui a engendré celui-ci et de l'instant qui l'engendrera lui-même. Homme, toute ta vie est un sablier que l'on tourne et que l'on retourne, et son contenu s'écoulera un nombre infini de fois, séparé par l'intervalle d'une longue minute de temps, jusqu'à ce que le cours cyclique de l'univers ramène toutes les conditions dont tu es né. Et tu retrouveras alors chacune de tes douleurs et chacune de tes joies, et tes amis et tes ennemis, et tes espoirs et tes erreurs, et le moindre brin d'herbe et le moindre rayon de soleil, et tout l'ensemble de toutes choses. Cet anneau dont tu n'es qu'un grain brillera à perpétuité. Et dans chacun des cycles successifs de l'histoire humaine, il y a toujours une heure où, pour un homme isolé, puis pour beaucoup, puis pour tous, se lève la pensée puissante entre toutes, celle du retour éternel de toutes choses. Ironiquement, nulle part dans ses œuvres publiées ne se trouve un exposé théorique de cette doctrine que pourtant Nietzsche considérait comme le point culminant de sa philosophie, au point que dans les dernières lignes publiées de son vivant, en conclusion du Crépuscule des idoles, il laissera imprimer ces mots « Moi, le dernier disciple du philosophe Dionysos, moi, le maître de l'éternel retour ». Diorio a pertinemment montré comment les fragments du cahier secret composé en 1891 et resté inédit jusqu'à 1973, qui devait servir pour un exposé scientifique de la pensée de l'éternel retour, répondent directement au débat sur la dissipation de l'énergie et sur la mort thermique de l'univers, qui s'ouvre après la découverte des deux principes de la thermodynamique et qui forment le cadre théorique où, dans l'époque moderne, se renouvelle le conflit entre la conception linéaire et la conception circulaire du temps. Ce débat, qui interpelle des hommes de science tels que Thomson, Helmholtz, Clausius, Boltzmann, et à travers Kant, Hegel et Schopenhauer, des philosophes tels que Dühring, Hartmann, Engels, Wundt et Nietzsche, reste essentiel pour la compréhension de l'émergence du thème fictionnel des boucles temporelles. Nous ne pouvons, dans le temps qui nous est alloué, nous y plonger plus en détail, mais il témoigne, au moment où s'affirme la chronorévolution, le terme de Gleick dans son histoire des voyages dans le temps, donc la chronorévolution de la deuxième révolution industrielle, c'est ce qu'il appelle l'éternel retour du mythe de l'éternel retour. Symptomatiquement, ce dernier apparaît énoncé au même moment par deux contemporains de Nietzsche. Auguste Blanqui, dans L'éternité par les astres, qu'il a composé en 1871 durant sa captivité au fort du Taureau, et le docteur Gustave Le Bon dans L'homme et les sociétés en 1881. Lichtenberg souligna jadis, dans son appendice à la philosophie de Nietzsche, les rapports existants entre les systèmes de ces trois penseurs hétérodoxes. Je cite, « Si Nietzsche insiste davantage sur la succession indéfinie des mêmes phénomènes dans l'infini du temps, Blanqui s'étend davantage sur la coexistence des mêmes phénomènes dans l'infini de l'étendue, ouvrant plutôt sur ce que nous nommons les univers parallèles. » Et je cite donc Blanqui, « Tout astre, quel qu'il soit, existe donc en nombre infini dans le temps et dans l'espace,
non pas seulement sous l'un de ses aspects, mais tel qu'il se trouve à chacune des secondes de sa durée, depuis la naissance jusqu'à la mort. Tous les êtres repartis à sa surface, grands ou petits, vivants ou inanimés, partagent le privilège de cette pérennité. Tout être humain est donc éternel dans chacune des secondes de son existence. Ce que j'écris en ce moment dans un cachot du fort du Taureau, je l'ai écrit et je l'écrirai pendant l'éternité sur une table, avec une plume, sous des habits, dans des circonstances toutes semblables. Ainsi de chacun. Toutes ces terres s'abîment l'une après l'autre dans les flammes rénovatrices pour en renaître et y retomber encore. Écoulement monotone d'un sablier qui se retourne et se vide éternellement lui-même. Le bon, je citerai juste la dernière phrase de son exposition, c'est comme Sisyphe roulant toujours le même rocher, nous répétons sans cesse la même tâche sans que rien puisse mettre un terme à ce fatal toujours. Ce n'est donc pas si étonnant que les premières fictions mettant en scène des boucles temporelles succèdent de peu à ces spéculations. On y retrouvera reformulés les clivages majeurs que nous avons dû schématiser à bâton rompu pour être dans le temps. Le mythème de la boucle temporelle opérera ainsi comme tentative de synthèse et de déplacement, au sens de Aufheben, de l'opposition entre temps sacré et temps profane, mais aussi de temps circulaire et temps linéaire, libre arbitre et destinée. Contrairement aux machines chrononautiques qui émergent dans les années 1880, The Clock That Went Backward de Mitchell, 1881, et l'Anachronopete de Enrique Gaspari Ribao en 1887, The Chronic Argonauts d'Herbert J. Wells en 1888, les premières boucles temporelles ne relèvent pas du genre hybride de la scientific romance ou du merveilleux scientifique. Elles se situent plutôt aux frontières entre le merveilleux et ce que l'on nommera plus tard la fantasy, ce qui restera caractéristique du genre, opposé en cela à l'autre variante de boucle temporelle, celle causale, qui s'inscrit directement dans les codes de la science-fiction, puisqu'il y a voyage dans le temps, etc. Ainsi, la nouvelle de William Dean Howells, Christmas Every Day, 1892, nous présente une jeune adolescente états-unienne dont le souhait qu'il soit Noël chaque jour est exaucé pendant une année. Le trope bien connu de la magie de Noël opère ici une suspension du temps qui est aussi un triomphe du principe de plaisir sur le principe de réalité, avant qu'il ne soit éclipsé par une ordalie de plus en plus anxiogène. Comme ce sera le cas dans la plupart des fictions ultérieures, la fille est la seule à prendre conscience de la boucle. Son père croit vaguement se souvenir d'avoir déjà fêté Noël, mais il supposa qu'il avait dû le rêver. Et comme il se doit dans le sous-genre des récits de Noël, les excès du matérialisme consumériste, déjà dénoncés au XIXe siècle, sont punis et la jeune fille doit apprendre le véritable sens de la fête, encore empreinte de ses origines religieuses. La nativité du Christ, renvoyant justement au temps primordial du sacré selon l'analyse d'Eliade. Dans un curieux chassé-croisé, c'est le temps primordial de la fête qui est perverti par sa sécularisation et sa marchandisation, d'où une boucle temporelle dystopique et profane qui allégorise l'hybris d'une société entièrement livrée à une sorte de potluck consumériste. Je cite, « Au bout d'un moment, les dindes devinrent terriblement rares, se vendant environ 1 000 $ pièce. On en arriva à faire passer n'importe quoi pour des dindes, même des colibris à moitié adultes. Et les canneberges, bien, on demandait un diamant par pièce pour les canneberges. Tous les bois et les vergers furent coupés pour les arbres de Noël. Au bout d'un moment, on dut faire des arbres de Noël avec des chiffons. Mais il y avait beaucoup de chiffons parce que les gens étaient si pauvres en achetant des cadeaux les uns pour les autres qu'ils ne pouvaient pas acheter de nouveaux vêtements et ils portaient leurs vieux vêtements en lambeaux. Ils devinrent si pauvres que tout le monde dut aller à l'hospice, à l'exception des confiseurs, des commerçants et des libraires. » Dystopie très 19e. Remarquons que la boucle n'est pas de l'ordre d'un éternel retour du même, puisque les jours se succèdent de manière linéaire, tandis que la réitération de la fête dérègle complètement le corps social. La jeune fille dévoile sa culpabilité dans son sommeil et plus personne ne veut jouer avec elle. Elle souhaite alors qu'il n'y ait plus jamais de Noël, ce qui risque de provoquer une dystopie inverse, jusqu'à ce que la fée de Noël ne la raisonne et que tout revienne à la normale, rêve homéostatique qui hantera notre thème. The Defense of Duffer's Drift de Ernest Dunlop Swinton en 1904 choisit plutôt la voie royale des rêves. Le lieutenant britannique Backside Forethought, au nom programmatique, rétrospection-prévision, et son unité de 50 hommes sont chargés de défendre Duffer's Drift, un gué naturel sur une rivière, contre une importante force de Boer qui se dirige vers leur position. Ce scénario va se reproduire 6 fois, en 6 rêves consécutifs. Dans les premières variantes, BF, on va résumer BF son nom, et ses troupes sont ignominieusement vaincues, mais après chaque défaite, BF tire des leçons et adapte sa stratégie pour les rencontres ultérieures jusqu'à ce que dans le dernier rêve, lui et ses hommes réussissent à tenir assez longtemps pour être relevés. La boucle placée dans une sphère onirique et prémonitoire, remontant au vieux prestige des rêves oraculaires, sert avant tout ici un but didactique, encourageant la réflexion critique des officiers et l'utilisation minutieuse de la position et du terrain pour y monter une défense efficace.
Destiné aux jeunes lieutenants, l'ouvrage devint une référence sur les tactiques des petites unités dans des pays aussi éloignés que les États-Unis, la Russie et le Canada. Qui plus est, il a continué à être régulièrement imité jusqu'à nos jours par différents corps d'armée, ce qui est assez surprenant pour un truc de rêve récurrent. Ce qui nous intéresse le plus pour notre sujet, c'est plutôt l'introduction d'un motif promis un bel avenir. Avec la mémoire des circuits passés d'une boucle temporelle, la circularité emprisonnante peut se transformer en une spirale ascendante suivant une courbe d'apprentissage. Enfin, le dernier texte que je voulais vous évoquer, c'est La vie étrange d'Ivan Osokin, du philosophe ésotériste russe Piotr Ouspensky, entamé pendant la révolution avortée de 1905 sous le titre de La roue de la fortune et publié sous le titre de Kinema Drama en 1915, qui se situe directement dans le prolongement des thèses nietzschéennes. L'auteur en donne une synthèse éclairée dans son essai intitulé L'éternel retour et les lois de Manu, qui constitue un véritable panorama de l'histoire du mythe depuis le bouddhisme et les pythagoriciens. Bon, Ouspensky, c'est le théoricien de la quatrième dimension, pour ceux qui connaissaient un peu tout ça. Le premier cas présente une boucle temporelle. L'histoire s'ouvre à la gare de Kursk. Par une belle journée d'avril 1902, Osokin s'y sépare de Zinaïda qui part à Yalta. Il est trop pauvre pour partir avec elle dans ce haut lieu chic de villégiature et trop rigide pour le lui avouer. Le train part, Ivan reste seul. Pendant un instant, il a l'impression que l'événement s'est déjà produit. Au bout de 2 mois, Zinaïda cesse de lui écrire, puis il apprend qu'elle va se marier avec un colonel. Bon, il y a toute une histoire avec l'occultisme, etc., l'influence de la théosophie. Effectivement, il y a le fait que l'histoire va se répéter, et plus encore, c'est qu'elle s'était déjà répétée, mais là, lui, il est conscient que l'histoire s'est répétée. Alors, ce qui est assez étonnant et un petit peu surprenant, donc je ne peux pas vraiment tout développer le truc, le roman lui-même a une fin ouverte. Nous ne savons pas si ce nouvel héros de notre temps choisira de rejoindre sa bien-aimée finalement, et donc le cycle du samsara. L'effet de Clausule est tout aussi ambigu entre sentiment de l'absurde et étrange sérénité. Je cite, « Osokin regarde autour de lui et soudain une sensation extraordinairement vive l'envahit. S'il n'était pas là, tout serait exactement pareil. » C'est très russe comme fin, en tout cas très russe 19e. Donc, il peut paraître étrange. Harold Ramis, réalisateur de Groundhog Day, affirme dans le 4e de couverture de l'édition du roman d'Ouspensky, publié par Lindisfarne Books en 2002, que le parcours d'Ivan Osokin soit similaire au dilemme existentiel du présentateur cynique de météo Phil Connors, attrapé dans la boucle temporelle du jour de la marmotte. Dans un sens, la boucle temporelle redéfinie par ce film, à la suite de bon nombre de fictions intermédiaires, s'éloigne des premières fictions de l'éternel retour. Le loop est présenté comme une parfaite anomalie dans un temps autrement linéaire, et tout l'effort des personnages qui en sont conscients est d'y mettre fin. Mais c'est justement cet aspect qui est souligné par Ramis dans ce qu'on peut appeler, en suivant Harold Bloom, une mélecture, une misreading, une mélecture créatrice du texte d'Ouspensky. Donc, je cite Ramis, qui fait le 4e de couverture. La vie étrange d'Ivan Osokin, bien que n'étant pas l'inspiration originale de notre film, a été l'une de ces affirmations cosmiques confirmant que nous avions effectivement touché à l'un des grands problèmes universels de l'être. Dans un roman qui s'est lu lui-même comme un film très divertissant, Ouspensky suggère l'antidote au dilemme existentiel au cœur du jour de la marmotte. Piégés comme nous le sommes dans la roue karmique de la cause et de l'effet, notre seul moyen de nous échapper est d'assumer la responsabilité de notre propre destin et de trouver le sens personnel qui confère une vitalité utile à la vie et nous libère des limites de notre mépris. C'est bien entendu substituer à l'étrange Weltanschauung du théoricien du tertium organum et de la 4e dimension la vision du volontarisme protestant états-unien qu'exalte le film culte. Le temps linéaire du monde profane nous empêche de poursuivre plus avant cette généalogie des boucles temporelles. Il resterait beaucoup d'œuvres à explorer, de l'étrange film noir Repeat Performance d'Alfred Worker, 1947, adapté du roman éponyme de O'Farrell, à la série culte de Twilight Zone, avec les épisodes notamment Shadow Play de 61 et Death Ship de 63, les boucles temporelles de Philip K. Dick, à commencer par Explorers We, paru en 1968, et la nouvelle 1201 PM de Richard Lupoff, en 1973, adapté au cinéma l'année même de Groundhog Day, que l'on peut voir comme une sorte de réécriture, au point d'ailleurs que Lupoff envisagea de poursuivre Raimi en cours pour plagiat. Nous arriverions ainsi au point de départ de toute discussion sur les boucles temporelles, la fable archi-connue de la journée de la marmotte. Mais ça aussi, c'est une histoire que vous avez déjà entendue maintes et maintes fois. J'attendrai donc plutôt que vous recommenciez à me réécouter à jamais. Per secula seculorum. Merci.